Chapitre 1. J'étais agenouillé, la tête baissée et les mains si crispées sur mes genoux que mes ongles formaient des demi-lunes dans ma peau. Autour de moi, les autres esclaves humains restaient à genoux, en deux rangées tremblantes sur le sol de pierre. Nous étions tous alignés sous des piliers imposants et la lumière rugissante des torches, comme du bétail inspecté avant l'abattage. La salle du palais empestait la douleur et la peur. Au fond de la salle, assis sur un trône sculpté dans le bois et l'os de loup, se trouvait le monstre que tous craignaient et obéissaient, le roi Alphaméron. Même de là où j'étais agenouillé, je pouvais le sentir. Il avait ce genre de présence qui pesait sur la peau comme une main sur la gorge. Impitoyable, disait Yentil, sans pitié. Un roi qui brisait les rebelles d'à main nue, un roi qui ordonnait des exécutions sans ciller, un roi qui marquait chaque esclave humain amené dans son palais pour que le monde sache exactement ce qu'ils étaient. À lui, je détestais ce mot. À lui, à eux, posséder, revendiquer, garder. J'entendais ces mots sous une forme ou une autre depuis l'âge de 12 ans. Depuis le jour où mes parents m'ont vendu et m'ont transformé de fille en fardeau, d'enfant en marchandise. Avant ce jour, ils avaient été différents. Ou peut-être avais-je simplement été trop jeune et stupide pour voir ce qui se cachait sous leur sourire. Je me souvenais autrefois de la chaleur. Je me souvenais de ma mère me tressant les cheveux près de la fenêtre, pendant que mon père apportait des noix sucrées du marché et m'embrassait sur le front. Je me souvenais des rires. Je me souvenais des voix douces. Je me souvenais d'avoir cru que j'étais aimé. Et puis, c'est comme si quelque chose de pourri avait fleuri pendant la nuit entre nos murs. Leurs sourires se sont raréfiés. Leurs contacts ont disparu. Leurs voix sont devenues plus vives. Ils ont commencé à me regarder non pas comme si j'étais leur trésor, mais comme si j'étais quelque chose de malheureux qui leur était arrivé. Quelque chose de cher. Quelque chose qui n'allait pas. Le jour où les marchands sont venus, j'étais encore assez sotte pour penser qu'il y avait eu une erreur. J'entends encore parfois la voix de ma mère, plate et froide comme de vieilles cendres. Enfin, nous sommes débarrassés de ce fardeau. Mon père ne m'avait même pas regardé dans les yeux quand il a répondu « Je regrette de l'avoir jamais élevé ». C'est ce jour-là que quelque chose en moi a cessé d'être doux. Après cela, j'ai appris que la propriété changeait de main, mais jamais de nature. La première famille qui m'a acheté m'avait souri gentiment, m'avait donné du ragoût chaud et m'avait dit que je serais en sécurité avec eux. 2 semaines plus tard, les coups ont commencé. Le marchand suivant m'a gardé dans des robes de soie et m'appelait sa douce fille devant les invités, puis m'enfermait dans une cave quand je lui déplaisais. Une autre femme m'a acheté pour me revendre dans le mois quand son mari m'a regardé trop longtemps. Chaque endroit commençait de la même manière. Une fausse douceur, une main offrant du pain, une voix promettant que je serais bien traité. Puis le masque tombait. Il tombait toujours. Les gens aimaient prétendre que la cruauté apparaissait pour une raison, mais je savais mieux maintenant. La cruauté attendait, elle observait, et quand elle pensait que vous étiez trop piégé pour fuir, elle montrait son visage. Alors non, agenouillé devant le roi Alpha Miron, je ne ressentais aucune nouvelle terreur à l'idée d'appartenir à un monstre. J'en avais simplement assez. Assez d'être passé d'une paire de mains à une autre. Assez que des hommes et des femmes décident de ce que je valais. Assez qu'on me dise que mon corps, mon travail, mon souffle appartenaient à quelqu'un d'autre. Si j'avais peur, ce n'était pas parce qu'il était plus vicieux que les autres. C'était parce que je savais qu'il pourrait être exactement le même. Seulement plus grandiose, couronné et impossible à fuir. Un cri déchira la salle et me tira de mes pensées si brusquement que mes épaules sursautèrent. Un des esclaves devant moi avait été tiré debout par 2 gardes, tandis que le roi loup descendait de son trône avec le calme terrible d'un homme qui avait fait cela trop de fois pour les compter. J'ai alors levé la tête, car même si j'avais voulu détourner le regard, je n'aurais pas pu. Le roi Alphaméron était plus grand de près, les épaules larges et sombres comme une tempête, avec de longs cheveux noirs tombant autour d'un visage taillé trop durement pour être appelé beau et trop imposant pour être appelé autre chose. Il y avait de la fourrure sur ses épaules, du cuir sur ses muscles, et quelque chose de sauvage dans le pli de sa bouche qui faisait paraître les loups alignés le long des murs presque dociles en comparaison. Il ne se pressait pas. C'était le pire. Il se déplaçait comme si c'était une cérémonie, comme si c'était la loi, comme si l'agonie offerte par sa main était une chose sacrée.
Un de ses gardes apporta le fer à marquer du brasero. Le métal brillait d'un orange blanc. La forme à son extrémité était reconnaissable même de là où j'étais agenouillé. La marque royale de sa meute. Un symbole qui serait brûlé dans la chair et y resterait jusqu'à la mort. La preuve que chaque corps marqué était de sa propriété. L'esclave commença à supplier avant même que le fer ne le touche. Il était jeune, pas plus âgé que moi, et tremblait si fort que ses genoux faillisaient en le lâcher. « S'il vous plaît », s'étouffa-t-il, des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, mon roi, s'il vous plaît ». Miron ne s'y a même pas. Il saisit la nuque du garçon, le poussa en avant et pressa la marque chauffée contre la peau juste sous sa clavicule. Le son qui suivit était écœurant. Un sifflement de chair brûlante et un cri si brut qu'il semblait s'arracher directement de la gorge du garçon. L'odeur vint ensuite. Peau brûlée, terreur brûlée, propriété brûlée. L'esclave convulsa, sanglotant, tandis que le roi le maintenait en place avec une facilité brutale jusqu'à ce que le fer ait complètement pris. Quand il le relâcha, le garçon s'effondra sur le sol, agrippant la marque fraîche comme s'il pouvait l'arracher avant qu'elle ne s'installe sous sa peau pour toujours. Il ne pouvait pas. Personne ne le pouvait jamais. Un garde l'emmena et un autre esclave fut forcé d'avancer à sa place. La même chose se produisit encore et encore. Une femme hurla jusqu'à ce que sa voix se brise en halètements rauques. Un homme d'âge moyen se mordit la lèvre pour ne pas crier et échoua quand même, le sang coulant sur son menton alors que le symbole se gravait en lui. Une autre fille s'évanouit avant même que le fer ne la touche, mais ils la marquèrent quand même. Et l'odeur de chair roussie monta plus épaisse dans l'air jusqu'à ce que toute la salle du trône en soit étouffée. Certains esclaves suppliaient, certains maudissaient, certains se taisaient sous le choc. Mais chacun d'eux se brisait. C'était le but, réalisai-je en regardant le roi Alpha Miron marquer personne après personne avec la même précision froide et impitoyable. Pas seulement pour les marquer, pour leur enseigner, pour laisser la douleur énoncer la première loi de ce palais avant qu'un serviteur n'ouvre la bouche pour l'expliquer. Vous êtes ici, vous n'êtes rien, vous lui appartenez maintenant. Mon estomac se tordit, mais pas seulement de pitié. La rage était là aussi, chaude et assez vive pour faire pulser ma vision. Je le détestais de se tenir là comme un dieu parmi des êtres agenouillés. Je détestais que personne ne l'arrête. Je détestais la façon dont les loups regardaient avec une acceptation vide, comme si la douleur humaine n'avait pas plus de sens que le crépitement des torches. Surtout, je détestais la certitude qui s'installait dans la pièce alors que la file raccourcissait et que mon tour approchait. Ma poitrine se serra. Pas par peur de la douleur, même si je la craignais. La douleur et moi étions de vieux compagnons. Non, ce qui me vidait, c'était la pensée de porter sa marque après tout le reste. Après chaque main qui m'avait pris quelque chose, après chaque vente, chaque mensonge, chaque ecchymose, ce serait permanent. Cela dirait à quiconque le verrait que j'avais été une fois de plus réduite à un objet sous le nom de quelqu'un d'autre. J'avalais difficilement et relevais un peu plus le menton. S'il pensait que je crierais pour lui, il serait déçu. J'avais assez crié dans cette vie. Puis il n'y eut plus de corps entre nous. Un garde saisit mon bras et me tira sur mes pieds. Mes jambes faillirent céder après être resté si longtemps à genoux, mais je les forçai à rester stables. Je ne trébucherai pas devant lui. Je ne me recroquevillerai pas. Une autre poussée m'envoya en avant jusqu'à ce que je me tienne à seulement quelques pas du roi Alpha lui-même. Il était encore plus imposant là. Son regard se posa sur moi avec une intensité sombre et illisible qui fit se hérisser les fins poils de mes bras. Ses yeux étaient étranges, pas seulement durs mais féroces, de l'or pris dans l'ombre, comme si une bête arpentait juste derrière eux et n'avait pas pris la peine de se cacher. Il me regarda plus longtemps qu'il n'avait regardé les autres. Cela déclencha des sonnettes d'alarme dans mon esprit. « Non », aboya l'un des gardes. « LS », dis-je, ma voix rauque mais stable. Le regard du roi s'aiguisa à la mention de mon nom, mais il disparut aussitôt. Retour à l'expression froide. « Regarde-moi. Je l'ai fait. Je n'aurais peut-être pas dû. » Chaque instinct que je possédais m'avertissait que croiser le regard d'un prédateur était insensé. Mais j'étais fatigué de baisser la tête pour des monstres. Alors je les regardai droit dans les yeux, et pendant un étrange battement de cœur suspendu, quelque chose d'illisible vacilla sur son visage. Pas de la douceur, jamais ça. Mais une pause, une fracture dans l'indifférence parfaite qu'il avait montrée aux autres.
Puis il tendit la main pour le faire. Le garde le plaça dans sa paume. La marque à son extrémité brillait d'un éclat vicieusement vif. La chaleur soufflait contre ma peau avant même de me toucher. Je me suis préparé. J'ai pensé à me mordre la langue. J'ai pensé à contracter chaque muscle de mon corps. J'ai pensé au garçon qui criait, et à la femme qui s'effondrait, et à l'odeur de chair brûlée. J'ai pensé, absurdement, à ma mère disant fardeau et à mon père disant regret. Et je me suis promis que si je survivais à ça, je ne confondrais plus jamais la survie avec la reddition. Le roi Alpha s'approcha. Une main massive attrapa mon épaule et me maintint immobile. Je serrais les dents. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Le fer s'abaissa et toucha ma peau. J'attendis l'agonie. J'attendis le feu. J'attendis le cri qui montait dans ma gorge. Rien ne se passa. Aucune douleur ne me déchira. Aucune brûlure ne me traversa la poitrine. Aucune odeur de ma chair ne remplit l'air. Pendant une seconde déconcertée, je pensais que j'étais peut-être devenu insensible par la terreur, que mon corps s'était finalement brisé d'une manière utile. Puis un cri tonna dans la salle. Pas le mien, le sien. Le son s'arracha du roi Alpha Miron avec une telle force que la pièce sembla se figer autour de lui. Sa main s'envola loin de moi. Le fer à marquer cliqueta sur la pierre. Le roi recula comme s'il avait été frappé, son visage se tordant d'une agonie nue, un bras se serrant sur sa propre poitrine. Des halètements éclatèrent de tous les coins de la salle du trône. Les gardes se précipitèrent, confus, des loups cherchant des lames qu'ils ne savaient pas encore comment utiliser contre ce que c'était. Je regardais, incapable de bouger, incapable même de respirer correctement, alors que le roi tombait à un genou avec un grognement qui sonnait plus bête qu'homme. J'étais figé par le choc. Puis je l'ai vu. Juste sous le col de son cuir sombre, sur sa propre peau, le symbole royal commença à apparaître, furieux, brillant, brûlé en lui. La marque exacte qu'il avait placée sur chaque esclave. Seulement maintenant, elle se gravait sur la chair du roi Alpha. Il émit d'un son rauque et furieux et déchira une partie de son col, comme s'il refusait de le croire même alors qu'il se formait en cloque devant nous tous. La marque brillait rouge sur sa peau, fraîche, réelle. Sa respiration devint saccadée. Toute la salle était tombée silencieuse, à l'exception du crépitement des torches et du murmure bas et choqué des hommes qui venaient de voir l'impossible se produire. Je me regardais avec une sorte d'incrédulité frénétique. Ma peau était intacte, nue, lisse là où le fer avait pressé. Pas de blessure, pas de marque, pas de sang. Rien. Mon corps ne portait pas sa marque. Son corps la portait. Je levai lentement mon regard et le trouvais déjà en train de me fixer. Quelle que soit l'agonie qui avait été sur son visage un instant auparavant, elle n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Sous la douleur, sous la rage, quelque chose de bien plus dangereux avait pris le dessus. La confusion, la faim, une obsession si vive et immédiate que l'air entre nous semblait chargé. C'était le regard d'un homme qui avait cherché la propriété et avait trouvé une chaîne se refermant sur sa propre gorge à la place. Et d'une manière ou d'une autre, avec tous les loups de la salle qui regardaient, avec les gardes figés et les esclaves tremblants, et le roi lui-même marqué de sa propre main, je sus avec une terrible certitude que ma vie venait de devenir bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait été un instant auparavant. Parce que le roi Alpha Miron ne me regardait pas comme une servante. Il me regardait comme un mystère qu'il déchirerait le monde pour résoudre. Chapitre 2. La salle ne se remit pas rapidement. Pendant un long moment après le cri du roi, personne ne bougea. Les torches crépitaient, l'odeur de chair brûlée flottait encore, épaisse dans l'air, et chaque regard, loup comme humain, restait fixé sur le roi Alpha Miron. Sur sa marque. Je restais exactement là où j'étais, ma poitrine se soulevant trop vite, mon pouls bruyant dans mes oreilles, mes pensées refusant de s'organiser en quoi que ce soit de cohérent. Ce n'était pas possible. Rien de tel n'arrivait. Pas ici. Pas dans un endroit où tout était contrôlé, ordonné, imposé par la peur, le pouvoir et le sang. Mais c'était arrivé. Et je n'avais rien fait. C'était la partie qui me troublait le plus. Je ne m'étais pas battu, je n'avais pas résisté, je n'avais même pas essayé de l'arrêter. J'étais simplement resté là, préparé à la douleur, et d'une manière ou d'une autre, le monde s'était retourné. Le roi se leva lentement. Le mouvement était délibéré, contrôlé, mais je pouvais voir la tension enroulée dans chaque centimètre de son être. Sa mâchoire était serrée,
ses épaules rigides, sa respiration encore inégale comme si la douleur ne l'avait pas encore complètement quitté. Mais le pire, ce n'était pas la douleur. C'étaient ses yeux. Ils n'étaient plus seulement froids. Ils étaient fixés sur moi. Emmenez-la. L'ordre trancha le silence comme une lame. J'eus à peine le temps de réagir avant que deux gardes ne me saisissent les bras. Mon instinct était de résister, de me dégager, mais je me forçais à rester immobile. Lutter ici serait inutile, pire qu'inutile. Cela ne ferait qu'attirer plus d'attention, plus d'intérêt, plus de punition. Pourtant, mon cœur battait plus fort alors qu'il m'entraînait loin du centre de la salle, loin de lui. Mais même alors que la distance s'étirait d'entre nous, je pouvais le sentir. Ce poids de son regard pressant dans mon dos, me suivant comme une ombre qui refusait de lâcher prise. Je n'ai pas regardé en arrière. Je refusais de lui donner ça. Mais je savais. Je savais qu'il regardait toujours. Je m'attendais à être jeté dans une cellule, ou pire. C'était comme ça que ça marchait. On perturbait l'ordre, on était puni, on était transformé en exemple. On était brisé jusqu'à ce qu'on s'intègre à nouveau. Mais ils ne m'ont pas emmené au donjon. Ils m'ont emmené en haut. À travers de longs couloirs éclairés par des torches vacillantes, devant des gardes qui me fixaient ouvertement, alors que j'étais traîné, des chuchotements se propageant déjà devant nous comme une traînée de poudre. J'en ai attrapé des fragments. La marque. Sur lui. Impossible. Sorcière. Maudite. Mais personne ne parlait assez fort pour que je puisse tout saisir. Ils avaient une peur. Pas de moi exactement, mais de ce qui venait de se passer. Et ça, c'était nouveau. Les portes devant lesquelles ils s'arrêtèrent étaient massives, en bois sombre sculpté et renforcé de fer, marquées du même symbole que j'avais vu brûler sur les autres, la marque du roi. Seulement maintenant, je ne pouvais plus la regarder de la même manière. Un garde poussa la porte, l'autre me poussa à l'intérieur. « Tu ne sors pas », dit-il sèchement, comme si je me faisais des illusions à ce sujet. Puis la porte claqua derrière moi. Le son résonna dans la pièce, et le silence suivit. Pendant un moment, je ne bougeais pas. Je restais juste là, à regarder les portes fermées, m'attendant à moitié à ce qu'elles s'ouvrent à nouveau, que quelqu'un revienne me dire qu'il y avait eu une erreur, que j'étais destiné à une cellule, que ce n'était pas là que je devais être. Mais les portes restaient enfermées, et j'étais seul dans les appartements du roi Alphamiron. Une lente respiration quitta ma poitrine. Bien sûr que c'est ici qu'il me mettrait. Je laissais échapper un son silencieux et sans humour, passant une main dans mes cheveux alors que je pénétrais enfin plus loin dans la pièce. « Garde tes ennemis près de toi », murmurai-je doucement, parce que c'est ce que j'étais maintenant. Pas une servante, pas quelque chose de facilement possédé ou jeté. Non, j'étais un problème. Et les hommes comme lui ne toléraient pas les problèmes, à moins d'avoir l'intention de les résoudre. Définitivement, j'aurais dû avoir peur. Peut-être qu'une partie de moi en avait. Mais une plus grande partie n'était pas surprise. Rien dans cette vie n'avait jamais été juste ou prévisible. Pourquoi cela commencerait-il maintenant? Pourtant, la confusion persistait, s'enroulant dans mes pensées, peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer. Que s'était-il passé là-bas? Pourquoi la marque m'avait-elle rejeté? Non, pas rejeté. Elle ne m'avait pas simplement refusé, elle s'était retournée contre lui. Ma poitrine se serra au souvenir de son cri, de la façon dont il avait chancelé, de la façon dont la marque s'était gravée dans sa peau comme si elle y appartenait. Ce n'était pas normal. Ce n'était rien de ce dont j'avais jamais entendu parler. Et à en juger par la façon dont toute la salle s'était figée, personne d'autre non plus. Un murmure discret à l'extérieur de la porte me tira de mes pensées. Je m'immobilisais, des voix, les gardes. Je m'approchais silencieuse, m'arrêtant juste avant la porte, alors que leur chuchotement filtrait à travers le bois épais. « Tu l'as vu », disait l'un d'eux, sa voix basse et secouée. « Tu l'as vu, ça a brûlé en lui. »« J'ai vu », murmura l'autre. « Je ne suis pas aveugle. Ce n'est pas censé arriver. Non, ce n'est pas le cas, » claqua le second à voix basse. « Rien de tout cela n'est censé arriver. » Il y eut une brève pause. Puis le premier garde parla à nouveau, plus doucement cette fois. « C'est pour ça qu'on ne devrait pas se faire ça. » Mes sourcils se froncèrent. « Faire quoi? Ne commence pas, » avertit le second. « Non, écoute, c'est exactement ce dont ils nous ont prévenus. On continue de les prendre, de les amener ici, de forcer la marque. »
Baisse la voix, je suis sérieux. C'est pour ça qu'on ne devrait pas les aider. Aider? Le mot frappa quelque chose de vif dans ma poitrine. Aider? Je fronçais les sourcils, la confusion s'insinuant dans moi. Aider qui? Les humains? Ça n'avait aucun sens. Ils ne nous aidaient pas. Ils nous prenaient, nous arrachaient de nos maisons, nous vendaient, nous marquaient, nous brisaient. Ce n'était pas de l'aide, c'était de la propriété. Une propriété cruelle et implacable. Le second garde laissa échapper une respiration rauque. Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je ne me pose pas de questions? Mais nous n'avons pas le choix. Il y a toujours un choix. Pas quand ça vient de lui. Le silence tomba entre eux, lourd, mal à l'aise. Puis l'un d'eux bougea, l'armure cliquetant doucement. Contente-toi de te taire. Si quelqu'un t'entend parler comme ça, je sais. Une autre pause. Qu'est-ce que tu penses qu'elle est? Je m'immobilisais. C'est une source d'ennui, dit le second sans détour. C'est ce qu'elle est, et pourquoi le roi ne l'a-t-il pas exécutée? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est intrigué. Vint la réponse silencieuse. Mon estomac se tordit. Je reculai de la porte, le poids de leurs mots s'installant mal à l'aise dans ma poitrine. Aider? Ils avaient dit qu'ils aidaient. Mais rien dans ce qui m'avait été fait, à moi ou aux autres, ne ressemblait à de l'aide. À moins qu'il y ait quelque chose que je ne comprenais pas. Et je détestais ça. Je détestais ne pas comprendre les règles de l'endroit où j'étais piégé. Lentement, je me détournai de la porte et me permis enfin de vraiment regarder la pièce dans laquelle j'avais été jeté. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Quelque chose de plus sombre, peut-être. Quelque chose de plus brutal. Des chaînes, des armes éparpillées négligemment, des preuves du genre de monstre que tout le monde prétendait qu'il était. Mais la pièce était contrôlée. Grande, oui, dominante même. De hauts plafonds, des murs de pierre, de lourds rideaux drapés. Un lit massif se trouvait d'un côté, drapé de fourrures sombres et de riches tissus. Il y avait des armes, mais elles n'étaient pas éparpillées. Elles étaient arrangées, exposées avec précision le long des murs. Épée, poignard, lance, chacun placé délibérément comme s'il appartenait exactement là où il était. Rien n'était déplacé, pas une seule chose. Même le bureau près du fond de la pièce était bien rangé. Papiers empilés, cartes étalées avec soin, encre non touchée par des mains négligentes. Ce n'était pas le chaos, c'était de la discipline, le contrôle. Mon regard parcourut lentement l'espace, absorbant tout. Ce n'était pas la chambre d'un homme qui régnait par une brutalité aveugle. C'était la chambre de quelqu'un qui choisissait quand être brutal, quelqu'un qui comprenait la retenue, quelqu'un qui planifiait. Et d'une manière ou d'une autre, cela le rendait plus dangereux. Un frisson me parcourut de l'échine. J'expirais lentement, enroulant mes bras autour de moi, alors que je tournais lentement sur moi-même, essayant de donner un sens à tout ça, à lui, à tout ce qui venait de se passer. Ma vie n'avait jamais été la mienne, mais ça ressemblait à quelque chose de complètement différent. Quelque chose que je ne pouvais pas prédire. Et alors que je me tenais là, seul dans les appartements du roi Alpha, une vérité s'ancra profondément dans mes os. Quoi qu'il se soit passé dans cette salle, ça ne m'avait pas libéré. Ça m'avait seulement lié à quelque chose de bien pire. Chapitre 3. La porte s'ouvrit si violemment qu'elle heurta le mur de pierre avec un craquement qui résonna dans la chambre. Je sursautais de l'endroit où je me tenais près de la fenêtre, mon corps s'immobilisant avant que mon esprit ne puisse suivre. Il était de retour. Le roi Alpha Miron entra dans la pièce comme une tempête faite chair, sa présence remplissant l'espace instantanément, de manière suffocante. L'air semblait se déplacer autour de lui, lourd, chargé, comme si les murs eux-mêmes reconnaissaient sa colère et s'y préparaient. Sa mâchoire était serrée, ses épaules rigides, et cette marque, sa marque, brûlait faiblement contre sa peau, visible là où son col plongeait bas. Ses yeux se fixèrent sur moi. « Qu'es-tu » La question me frappa plus fort qu'un cri ne l'aurait fait. Pendant une seconde, je le fixais simplement, décontenancé, non pas par son ton, non pas par sa colère, mais par la question elle-même. Qu'est-ce que j'étais? Je commençais-je, puis je m'arrêtais, car je n'avais aucune réponse à donner. Je ne me mens pas. Sa voix baissa, plus vive maintenant, plus dangereuse. Pourquoi ma marque ne fonctionne-t-elle pas sur toi? J'avalais ma salive, ma gorge soudainement sèche. Je ne sais pas. Son regard s'assombrit. Il s'approcha. Pourquoi est-elle sur moi à la place?
J'ai dit que je ne savais pas, répétai-je, plus fermement cette fois, même si mon pouls me trahissait. Le silence s'étira entre nous, épais, tendu. Il m'étudiait comme si j'étais quelque chose d'ouvert et mis à nu devant lui, quelque chose qu'il avait l'intention de comprendre pièce par pièce s'il devait déchirer des os pour y parvenir. Quelque chose dans son expression changea. Subtil, dangereux. Tu ne quitteras pas cet endroit, dit-il finalement, sa voix plus calme maintenant, mais non moins impérieuse. Pas avant que je ne découvre ce que tu es. J'expirais lentement. C'était donc ça. Pas de punition, pas encore. Le confinement. J'aurais dû être soulagé. Je ne l'étais pas. Parce que les hommes comme lui ne gardaient pas les choses qu'ils n'avaient pas l'intention de briser. Pourtant, je ne lui répondis pas. Je ne lui dis pas que je ne savais vraiment rien. Je ne lui dis pas que j'étais aussi confuse que lui. Au lieu de cela, quelque chose de plus vif monta en moi, quelque chose de fatigué, quelque chose de colérique. Vous ne me possédez pas. Les mots quittèrent ma bouche avant que je puisse les arrêter. Le silence qui suivit fut immédiat, lourd. Son sourcil se leva légèrement. « Ah non, murmura-t-il. Il fit un autre pas en avant. J'ai payé pour toi, n'est-ce que pas? Ma mâchoire se serra. Quelque chose s'enflamma dans ma poitrine, une fureur chaude et imprudente. Et pourtant, dis-je en relevant le menton, c'est vous qui êtes marqué. Pendant un instant, juste un instant, quelque chose vacilla dans son expression. Presque de la fierté, presque de l'amusement. Son regard tomba sur sa poitrine, sur la marque qui pulsait encore faiblement contre sa peau, comme si elle avait sa propre vie. Puis il bougea, vite. Une seconde, il y avait de l'espace entre nous. La suivante, il n'y en avait plus. Il combla la distance en deux longues foulées, se pressant contre moi jusqu'à ce que mon dos frôle presque le mur, sa chaleur corporelle se pressant contre la mienne. Son souffle était assez proche pour que je puisse le sentir. Mon cœur martela contre mes côtes, mais je ne reculais pas. Je refusais. Sa main se posa contre la pierre à côté de ma tête, me piégeant là sans me toucher. Sa seule présence suffisait à m'enfermer. « Tu me le diras », dit-il, la voix basse, rauque, dangereuse. D'une manière ou d'une autre, son regard parcourut mon visage, lentement, intensément. Même si je dois te forcer à le dire, un frisson me parcourut l'échine. Si, mes pensées se tordirent amèrement. Si, comme si ce n'était pas déjà attendu, comme si la force n'était pas le seul langage que les hommes comme lui connaissaient. Mais je ne dis rien, et pendant un moment, lui non plus. Puis il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux, comme pour se contenir. Garde, la porte s'ouvrit immédiatement. Un soldat entra. Miron ne détourna pas les yeux de moi en parlant. Elle n'est pas autorisée à errer librement comme les autres, dit-il. Elle doit être surveillée à tout moment. Mes sourcils se froncèrent légèrement. Comme les autres, je veux qu'Hera lui prépare un bain, continua-t-il, et faites apporter un autre lit dans cette chambre. Ma respiration se coupa. Dans cette chambre, un lit, un bain, elle ne doit quitter la vue d'aucun garde, finit-il froidement. Et la nuit, elle revient d'ici. Toujours. Je ne lui fais confiance nulle part ailleurs. Le garde inclina la tête. Oui, mon roi. Ce n'est qu'alors que Miron recula. L'absence de sa chaleur fut immédiate. Remarquable. J'ignorais cela. Je me concentrais plutôt sur la confusion qui montait en moi. Errer librement comme les autres, qu'est-ce que cela signifiait? Les autres esclaves, n'étaient-ils pas censés être enfermés, enchaînés, battus jusqu'à l'obéissance? C'était comme ça que ça marchait partout ailleurs. N'est-ce que pas? Escortez-la, dit Miron, son ton final. Vers l'autre salle à manger. Je ne parlais pas pendant qu'on me conduisait à travers les couloirs. Je ne posais pas de questions. Je ne donnais pas cette satisfaction aux gardes. Mais mes pensées ne se calmaient pas. Errer librement? Un bain? Une salle à manger? Rien de tout cela n'avait de sens. Rien de tout cela ne correspondait à ce que je savais. Et ce que je savais était tout ce en quoi j'avais jamais eu confiance. Les portes de la salle s'ouvrirent et je m'arrêtai. Un son doux quitta ma bouche avant que je puisse l'arrêter. Quoi? Les gens à l'intérieur, les humains, les mêmes qui avaient été traînés avec moi, qui avaient crié sous la marque, qui s'étaient effondrés sur le sol de pierre, ils étaient propres, nourris, vêtus, finis les vêtements en lambeaux et tachés de saleté avec lesquels nous étions arrivés. À leur place se trouvaient des vêtements simples, mais bien faits,
Tissus doux, lignes épurées. Leurs cheveux avaient été lavés. Leur peau ne portait plus la crasse du voyage. Et les marques. Mes yeux se fixèrent sur quelqu'un que je reconnus immédiatement. Le garçon qui avait crié. Sa clavicule était guérie. Pas de saignement, pas de chair exposée. La marque était toujours là, mais elle était guérie. Je regardais fixement, puis je bougeais. Avant de pouvoir m'arrêter, je traversais la pièce, mais pas rapide, presque désespéré alors que je l'atteignais. Toi, j'attrapais légèrement son bras. Ma voix basse mais urgente. Qu'est-il arrivé? Il se tourna et se figea. Ses yeux tombèrent immédiatement sur ma poitrine, puis de nouveau sur mon visage. Le choc se répandit sur ses traits. Toi, souffla-t-il. Où est ta marque? Je n'en ai pas, dis-je rapidement. Qu'est-il arrivé à la tienne? Il hésita, puis regarda autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'écoute. Ils nous ont guéris, dit-il finalement. Un par un, je clignais des yeux. Guéris? Il hocha la tête. Après le marquage, nous pensions que c'était fini, mais ils nous ont emmenés ailleurs. Il y avait des guérisseurs, des loups. Sa voix baissa légèrement à ce mot. Ils ont traité les brûlures. Il ne reste presque rien. Mon estomac se tordit. Et ensuite, ils nous ont lavés, dit-il. Ils nous ont donné ses vêtements et de la nourriture. Je le fixais. Pourquoi? Il secoua la tête. Nous ne savons pas. Mon regard parcourut à nouveau la pièce. Vers les autres, ils mangeaient vraiment. Pas en se battant pour des restes, pas en accumulant, pas en mourant de faim, juste en mangeant, parlant doucement. Confus, oui, mais pas effrayé comme je m'y attendais. Je me déplaçai lentement vers l'une des tables. Samedi. Et quand l'assiette fut placée devant moi, j'hésitais, parce que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais vu autant de nourriture devant moi, ou de la dernière fois où j'avais été autorisé à la manger sans l'avoir mérité d'abord. Mes doigts se resserrèrent légèrement sur le bord de la table. C'est comme ça que ça commence. La pensée vint sans y être invitée. Net, clair, la gentillesse d'abord, puis le contrôle, puis la propriété. C'était toujours comme ça que ça se passait. Pourtant, je pris la nourriture et je mangeais. Parce que quoi que ce soit, j'avais faim, et ça faisait trop longtemps que je ne l'étais pas. Au moment où ils me ramenèrent à ses appartements, le roi était parti. La pièce semblait différente sans lui, plus calme, moins suffocante. De la vapeur flottait faiblement de l'espace attenant. Le bain, préparé, exactement comme il l'avait ordonné. Je restais là un moment, puis je me dirigeais lentement vers lui. L'eau était chaude, propre, le genre de chaleur qui s'infiltre dans les os et fait réaliser à votre corps à quel point il est réellement fatigué. Je m'y plongeais sans réfléchir. Et pendant un moment, juste un moment, je me permis de fermer les yeux, de laisser la tension s'échapper, de laisser la saleté, la sueur et l'épuisement s'en aller. Ça n'a pas duré. Ça ne durait jamais. Assez vite, je sortis, me séchai, m'habillai avec les vêtements laissés pour moi, et quand je retournai dans la chambre principale, il y avait un autre lit, placé non loin du sien, exactement comme il l'avait dit. Je le fixai un long moment, puis m'assis lentement, puis m'allongeai. La douceur de ce lit semblait fausse, trop peu familière, trop facile. Mes yeux fixaient le plafond, mes pensées tournaient en boucle. Ils les ont guéris, les ont nourris, les ont traités comme... Quoi? Comme des gens? Non, ça ne pouvait pas être ça. Le pouvait-il? Mon esprit revint aux voix à l'extérieur de la porte plus tôt. Les aider. Une respiration amère me quitta. Non, non, ça ne pouvait pas être juste. C'était toujours comme ça que ça commençait. La gentillesse, la douceur, puis le changement, la révélation, la vérité. Toutes les personnes à qui j'avais été vendu avaient commencé de cette manière. Douces, accueillantes, sûres, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus, jusqu'à ce qu'elles me montrent exactement qui elles étaient. Et lui, le roi Alphamiron, il n'était pas différent. Il ne pouvait pas l'être, donc je ne le croirais pas. Je ne me laisserais pas espérer quelque chose qui n'avait jamais existé pour moi auparavant. Si c'était de la gentillesse, c'était temporaire, et j'en profiterais tant que ça durerait. Parce que ça ne durerait pas. Ça ne durerait jamais.
Avec cette pensée s'installant lourdement dans ma poitrine, mes yeux se fermèrent lentement, et l'épuisement finit par m'emporter. Chapitre 4. Point de vue de Miron. C'est le matin que je suis finalement revenu dans ma chambre. La lumière avait déjà commencé à s'infiltrer par les hautes fenêtres, douce et silencieuse, comme si le monde lui-même ignorait ce qui s'était passé la nuit précédente. Mon regard se porta immédiatement sur elle. Je la regardais dormir paisiblement, ses longs cils reposant sur sa peau, sa respiration lente et régulière. Pendant un moment, elle semblait épargnée partout. Mais cette illusion ne dura pas. De près, la vérité était impossible à ignorer. Elle était clairement épuisée, pas seulement d'hier, mais d'années d'épuisement, mal nourrie, usée. Le genre de maigreur qui vient d'une négligence prolongée, pas d'un choix. Et les cicatrices? Elles étaient trop nombreuses, d'anciennes superposées à de plus récentes. Certaines fines et précises, d'autres déchiquetées et négligentes. Elle avait été maltraitée, pas une fois, pas brièvement, à plusieurs reprises, exactement comme les autres. Ma mâchoire se serra. Qu'était-elle? La question ne m'avait pas quitté depuis le moment où c'est arrivé. Comment ma marque avait-elle pu apparaître sur moi à la place? Ça n'avait aucun sens. La marque n'était pas juste un symbole. Elle servait deux objectifs très spécifiques. Elle n'avait jamais échoué, pas une seule fois. Alors comment? Mes pensées revinrent à ce moment. Cette douleur brûlante, ma main se crispa légèrement à se souvenir. L'écho de cette douleur persistait encore sous ma peau. Ce n'était pas une douleur de surface. C'était profond, dévastateur, comme si quelque chose avait été forcé en moi plutôt que placé sur un autre. Était-ce ce que les humains ressentaient? La pensée s'installait plus lourdement que prévu. Souffraient-ils comme ça quand ma marque était placée sur eux? Je connaissais déjà la réponse. Bien sûr que oui. J'expirais lentement. Quelque chose d'inhabituel effleura ma poitrine. La culpabilité. Je la repoussai immédiatement. Parce que je faisais ça pour les aider. Qu'ils le comprennent ou non. Que le conseil l'approuve ou non. La marque les protégeait de choses dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Des choses qui s'infiltraient dans leur monde depuis des années maintenant. Inaperçues, sans contrôle. Des créatures qui portaient leur visage, vivaient leur vie, les remplaçant si parfaitement que même leur propre famille ne pouvait pas voir la différence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et les humains perdaient, ils ne le savaient juste pas encore. Le conseil le savait. Et pourtant, ils hésitaient. Nous manquons d'espace dans ce royaume, nous manquons de temps, et le conseil manque de patience. Ils croient qu'aider les humains est un risque, qu'ils ne le méritent pas, que nous devrions laisser leur espèce tomber avant qu'elle ne nous entraîne avec elle. Des imbéciles, ignorants. Parce qu'une fois que ces créatures prendront complètement le contrôle des humains, elles ne s'arrêteront pas là. Elles viendront pour nous ensuite. Et si cela arrive, ma mâchoire se serra légèrement, à moins que nous ne puissions trouver le... Mes pensées furent interrompues quand j'entendis un bruit. Ça venait d'elle. Mon regard revint instantanément sur elle, mon corps s'immobilisant alors que sa respiration changeait, que la conscience commençait à revenir dans son expression. Et pendant un bref instant, juste un instant, mon loup s'agita sous ma peau. Compagne. Le mot revint, indésirable, malvenu, inévitable. Je serrai la mâchoire. Ça n'avait pas d'importance, Tuckburn. Un lien de compagnon entre un loup et un humain ne signifiait rien à moins qu'il ne soit réciproque, à moins que l'humain ne le ressente aussi, ne le choisisse. Sans cela, il était incomplet, inutile. Juste un instinct sans fondement. Pourtant, c'était la seule explication qui avait du sens. C'est aussi ce qui me porte à croire que ma marque n'a pas fonctionné sur elle parce qu'elle est ma compagne. Ça devait être ça. Toute autre explication n'expliquait rien. Parce que si ce n'était pas ça, alors quelque chose de bien pire était en jeu. Et je n'aimais pas ne pas savoir. Une fois que les humains sont amenés ici, on leur dit généralement tout. Nous leur expliquons la vérité, la raison, la nécessité de ce que nous faisons. La plupart d'entre eux résistent au début. Certains craquent, certains comprennent. Finalement. Mais elle, je pouvais déjà le dire. Le dire à Alice serait plus facile à dire qu'à faire. Elle ne faisait pas confiance facilement. Et quelque chose me disait qu'elle n'accepterait rien sans se battre. Ses yeux s'ouvrirent, vifs, conscients, et puis elle eut un sourire narquois.
Tu vas juste me regarder dormir? Demanda-t-elle, sa voix rauque mais stable. N'es-tu pas un tyran? N'as-tu pas des choses de tyran à faire? Les mots me prirent au dépourvu. Avant que je puisse m'en empêcher, je ris. Un son court, silencieux, mais réel. Des choses de tyran à faire, répétai-je en haussant légèrement un sourcil. Elle parut surprise, comme si elle ne s'attendait pas à cette réaction de ma part. Mais elle ne recula pas. Oui, continua-t-elle, son ton sec. Tu sais, assassiner tes ennemis, prendre les humains de leur maison, tout ça. L'amusement s'estompa. Je l'étudiais une seconde de plus. Elle n'aurait pas l'explication standard, pas comme les autres. Je m'éclaircis légèrement la gorge. Le changement dans mon attitude fut immédiat. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, dis-je, ma voix devenant sérieuse. Son expression changea. Pas de la peur, mais de l'attention. Il y a des choses dans ce monde, continuai-je, qui portent les visages et les corps des humains. Elle n'interrompit pas. Elles ne tuent pas seulement, dis-je. On les prennent le contrôle. Esprit, corps, tout. Et une fois qu'elles le font, cette personne est partie, complètement. Pour la plupart des humains, poursuivis-je, ça arrive immédiatement. Un moment, ils sont eux-mêmes, et le suivant, ils sont quelque chose d'autre entièrement. Ses yeux restèrent sur les miens maintenant. Concentrés, à l'écoute. Mais pour d'autres, ça n'arrive pas tout de suite. Ça couve, ça attend, ça se cache en eux, observant, apprenant, attendant une ouverture. Ce sont généralement ceux qui ont un esprit plus fort, un sens de soi plus fort. Il faut plus de temps pour les briser. Quelque chose vacilla sur son visage. Subtil, mais je l'ai attrapé. La marque, dis-je, n'est pas du tout une revendication. Mon regard tomba brièvement sur sa poitrine. Toujours là, toujours intacte, elle expulse tout ce qui est déjà à l'intérieur, le brûle complètement. Puis je la regardai de nouveau. Et d'une fois qu'elle est se placée, rien d'autre ne peut plus entrer. C'est pourquoi nous le faisons, finis-je. Pas pour vous posséder. Une pause. Pour vous protéger. Je la regardais attentivement parce que ça, c'était le moment qui comptait, qu'elle me croie ou non. Chapitre 5. Je ne le croyais pas. Je me suis dit ça au moment où il a fini de parler, au moment où le silence s'est installé entre nous, comme quelque chose de lourd et d'attente. Les hommes comme lui ne disaient pas la vérité. Pas entièrement. Pas sans la tordre en quelque chose qui les avantageait. J'avais entendu trop de versions du même mensonge, habillées de mots différents, prononcés avec des tons différents. C'est pour ton bien. C'était toujours le cas, et ça ne l'était jamais. Alors non, je ne le croyais pas. Et pourtant, quelque chose à ce sujet refusait de rester tranquillement dans mon esprit. Ça persistait, inconfortable, parce que même si je voulais rejeter tout ce qu'il disait, certaines parties collaient. Mes pensées revinrent aux gardes devant sa porte. La façon dont leur voix avait baissé, pas avec arrogance, mais avec malaise. On ne devrait pas faire ça. C'est pour ça qu'on ne devrait pas les aider. Aider. Ce mot encore. Ça n'avait pas de sens alors. Ça n'en avait toujours pas. Mais maintenant, il résonnait différemment. Ma poitrine se serra légèrement. Parce que je l'avais vu. Pas ici. Pas dans cet endroit. Mais avant. De retour au village. Mes parents. Le changement n'avait pas été progressif. C'était la partie que je ne pouvais jamais oublier. Ça avait été soudain. Trop soudain. Un jour, ma mère me tressait encore les cheveux près de la fenêtre. Ses mains douces. Sa voix douce. Mon père me regardait encore comme si j'étais quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Et puis, rien. Pas de chaleur, pas d'hésitation, pas de culpabilité. Juste de la froideur, de la cruauté. Comme si quelque chose à l'intérieur d'eux avait simplement basculé. Du jour au lendemain. Mes doigts se crispèrent légèrement contre le tissu à mes côtés. Ce n'était pas seulement eux. C'était la partie à laquelle j'essayais de ne pas penser. C'était tout le monde, les voisins, les gens du marché, ceux qui souriaient avant, ceux qui me saluaient avant. Un par un, ils avaient changé, pas lentement, pas naturellement, rapidement, brusquement, comme si quelque chose les avait vidés et avait remplacé ce qui restait. J'avalais ma salive. Et puis, il y a eu les endroits d'après. Partout d'où j'allais. C'était le même schéma. La gentillesse d'abord, puis quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, quelque chose qui n'allait pas.
Je m'étais toujours dit que c'était juste la nature des gens, que la cruauté était simplement ce qui arrivait quand on était piégé assez longtemps avec quelqu'un qui avait du pouvoir sur vous, que la gentillesse était un masque, qu'il finissait toujours par tomber. Mais maintenant, il y avait une autre possibilité assise en face de moi. Et je n'aimais pas ça. Parce que s'il disait la vérité, si même une partie était vraie, alors ça voulait dire mon estomac se serra. Ça voulait dire que ce n'était pas juste de la cruauté. Ce n'était pas juste un choix. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de pire. Mon regard se posa brièvement sur lui, puis s'en détourna aussi vite. Non, non, je n'allais pas accepter ça si facilement, parce qu'il y avait trop de trous, trop de choses qui n'avaient pas de sens. Si ces créatures existaient, hein, si elles pouvaient prendre le contrôle des gens, alors pourquoi ça ne m'était pas arrivé à moi? Pourquoi étaient-ce toujours tous les autres? Ma mâchoire se serra légèrement. Il avait dit que certaines personnes avaient un esprit plus fort, un sens de soi plus fort. J'ai failli ricaner à cette pensée. Un esprit plus fort? Un moi plus fort? Non, je ne croyais pas ça. Plus maintenant, pas après tout ce qui m'avait été pris. Au contraire, j'aurais dû être la plus facile à briser, la plus facile à prendre. Et pourtant, rien. J'étais toujours là, toujours moi-même, toujours. Mes pensées vacillèrent légèrement, toujours en train de me battre. Ça n'avait pas de sens non plus. Et puis il y avait la marque. Mon regard tomba presque inconsciemment sur ma propre peau, nue, intacte. Si la marque était censée expulser ces choses, les brûler, alors pourquoi n'avait-elle pas fonctionné sur moi? Pourquoi n'avait-elle rien fait du tout? Pourquoi? Mes yeux revinrent sur lui. Pourquoi était-elle allée sur lui à la place? Cette partie, cette partie n'était pas seulement insensée, c'était faux, complètement. Parce que si ce qu'il disait était vrai, alors la marque aurait dû réagir à moi, pas à lui, à moins que je m'immobilisais. Non, je repoussais immédiatement cette pensée. Je n'aimais pas où elle menait, n'aimais pas le sentiment qu'elle laissait derrière elle. Parce que chaque réponse que j'essayais d'atteindre ne menait qu'à quelque chose de pire, quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'en avais assez de ne pas comprendre les règles du monde dans lequel j'étais piégé. Une lente respiration quitta ma poitrine. Non, dis-je finalement, ma voix stable malgré tout ce qui bougeait sous elle. Je ne vous crois pas. Avant qu'il ne puisse répondre, un garde entra et dit « Votre Majesté, il y a une attaque. Des humains possédés. » Il se leva brusquement, le changement en lui immédiat, puis dit « Quoi? Comment ont-ils traversé la frontière? Je ne sais pas. Apparemment, un loup a été possédé aussi. Nous l'avons perdu de vue. » Il se leva d'un bond et commença à quitter la pièce, l'urgence remplaçant tout le reste. Puis il se tourna et me dit « Ne quitte pas cette pièce. » Je le regardais partir, la confusion se serrant dans ma poitrine alors que la porte se fermait derrière lui. Une attaque? Des humains possédés? Un loup? Mon esprit luttait pour rassembler les pièces, pour comprendre ce qui se passait au-delà de ces murs, mais rien ne se mettait en place. C'était trop soudain, trop rapide. Et pourtant, cela ressemblait exactement à ce qu'il venait de me dire. Je ne bougeais pas, je ne me faisais pas confiance. Alors j'obéis. Je restais et j'attendis. Le silence s'étira, trop long, trop calme. Puis la porte s'ouvrit en grand. Je sursautais, mon corps se raidissant alors que quelqu'un entrait. C'était un garde-loup que je reconnus, celui qui s'était plaint d'aider les humains. Mais quelque chose n'allait pas, horriblement mal. Ses mouvements étaient étranges, trop vifs, trop peu naturels, comme si son corps ne lui appartenait pas tout à fait. Et quand son regard se posa sur moi, il sourit. Mon estomac se noua, son visage tordu par ce sourire, l'expression s'étirant trop largement, trop inégalement, comme si quelque chose sous sa peau la forçait à se mettre en place. Ses yeux n'étaient pas normaux non plus. Il n'y avait rien d'humain en eux, rien de loup non plus, juste quelque chose de vide, quelque chose qui observait, quelque chose qui le portait. Le maître sera si heureux de te voir, dit-il, sa voix déformée, superposée comme si deux choses parlaient en même temps. Quand je t'amènerai à lui, il me récompensera. Puis il me souffla une étrange poudre au visage.
J'essayais de parler, de reculer, mais l'instant d'après, mes yeux commencèrent à se fermer et le monde devint noir. Chapitre 6, Alpha Roi Miron. J'étais à mi-chemin de la porte quand la prise de conscience me frappa. Il n'avait jamais fait ça avant. Pas une seule fois. Pas dans toutes les années où nous les avions combattus, étudiés, suivi les schémas de leur infiltration et de leur propagation. Ils possédaient des humains. Ils les remplaçaient. Ils les vidaient lentement ou d'un seul coup. Mais des loups? Jamais. Et pourtant maintenant, il y en avait un à l'intérieur de mes murs. Mon rythme ralentit d'un demi-pas, non pas par hésitation, mais par le poids écrasant de la pensée qui tentait de prendre forme. Ce n'était pas juste une attaque, c'était un message. Ma mâchoire se serra alors que les pièces commençaient à s'emboîter avec une précision que je n'aimais pas. Le palais était protégé, chaque centimètre renforcé par une magie plus ancienne que la plupart des lignées qui y vivaient. La barrière ne se contentait pas de garder les menaces à l'extérieur. Elle les reconnaissait, les rejetait. Tout ce qui n'était pas loup ne pouvait pas passer sans permission, ce qui signifiait « ils ne l'ont pas franchi », murmurai-je à voix basse. Ils l'ont utilisé. Seuls les loups pouvaient ouvrir la barrière. Seuls les loups pouvaient laisser entrer autre chose. Ma poitrine se serra alors que la vérité s'installait pleinement. Ils avaient possédé l'un des miens. Ça aurait dû être impossible. Les loups n'étaient pas comme les humains. Nous n'étions pas singuliers, pas fragiles comme les humains. Nous étions deux dans un seul corps, esprit et instinct, humain et loup. Et tout ce qui essayait de prendre le contrôle se heurterait à la résistance des deux. C'est pourquoi la possession ne durait jamais. Pourquoi elle échouait en quelques secondes. La créature serait arrachée avant de pouvoir s'enraciner. C'était la loi. C'était comme ça que ça avait toujours été. Alors comment? Mes pensées s'interrompirent brusquement, car il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle il tenterait quelque chose d'aussi dangereux, d'aussi difficile, quelque chose qui risquait de les exposer si ouvertement. Mon sang se glaça. LS. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis transformé. Le changement me déchira en un instant, os et muscles se remodelant, les sens s'aiguisant jusqu'à ce que le monde devienne d'une clarté brutale. Mon loup bondit en avant, plus rapide, plus fort, se déplaçant déjà avant que la transformation ne soit complètement achevée. Cours, l'ordre n'a pas été prononcé. C'était un instinct, urgent, absolu. L'attaque à la porte, une diversion. Ça devait l'être. Ils n'essayaient pas d'entrer. Ils étaient déjà là. Je poussais plus fort, mes pattes frappant la pierre et la terre avec assez de force pour les fissurer, le vent me fouettant alors que j'avançais, plus vite que je ne m'étais jamais permis de me déplacer à l'intérieur de ces murs. Mes gardes tiendraient la ligne, ils le devraient. Parce que rien de tout cela n'avait d'importance si j'arrivais trop tard. Ils la voulaient. La prise de conscience s'installa comme quelque chose de vif et de délibéré dans ma poitrine. Pas les autres, pas les dizaines d'humains que nous avions amenés. Elle. Il s'était donné la peine de posséder un loup, de briser quelque chose qui n'avait jamais été brisé, juste pour l'atteindre. Pourquoi? Mes pensées s'assombrirent. Chantage, levier, contrôle. Ma lèvre se retroussa légèrement, un grognement sourd montant dans ma gorge. Il pensait pouvoir l'utiliser contre moi. Mais comment aurait-il pu même le savoir? La pensée vacilla, car je n'en avais parlé à personne. Ni au conseil, ni à mes gardes, ni même à moi-même, entièrement. Compagne, le mot refit surface, importun et indéniable. Nombre. Mon rythme ne ralentit pas, mais quelque chose de plus froid s'installa sous l'urgence. Ce n'était pas suffisant. Un lien comme celui-là n'était pas visible. Pas encore. À moins qu'ils aient vu quelque chose que j'avais manqué, à moins qu'ils aient observé plus longtemps que je ne le réalisais. Ma poitrine se serra. Ça n'avait pas d'importance. Je mettrais ce royaume entier à feu et à sang avant de les laisser la prendre. Les portes de mes appartements apparurent. Je l'entendis avant de les atteindre. Un son sourd, un corps heurtant le sol. La rage explosa en moi. Je ne ralentis pas. Je ne m'arrêtais pas. Je défonçais les portes. Elles volèrent en éclats sous la force de mon corps, se brisant vers l'intérieur alors que j'entrais en trombe dans la pièce, et je le vis. Un loup debout au-dessus d'elle. LS gisait immobile sur le sol, son corps anormalement inerte, ses membres flasques, sa poitrine se soulevant à peine. Et le loup, il n'allait pas.
Tout en lui était anormal. Sa posture était étrange, trop rigide, trop contrôlée, comme si quelque chose le portait au lieu de l'habiter. Sa tête s'inclina légèrement alors qu'il la regardait, sa main déjà tendue, prête à la prendre. Quelque chose en moi se brisa. Je n'ai pas réfléchi, pas hésité, je m'en fichais. Je me suis projeté en avant. L'impact le projeta en arrière, mes griffes s'enfonçant dans sa chair avant même qu'il ne puisse réagir. Il gronda, un son faux, déformé, mêlé à quelque chose de non naturel, mais je ne lui laissais pas le temps de récupérer. Ce n'était pas un combat, c'était une exécution. Mes mâchoires se refermèrent sur sa gorge et je déchirai. L'os craqua, la chair céda, le corps devint flasque sous moi presque instantanément, ce qui était à l'intérieur s'arrachant trop vite pour même crier. Je le laissai tomber sans un second regard. Le loup était déjà parti, ce qu'il avait pris, parti avec lui. Je m'en fichais, je me tournai vers elle. Pendant un seul terrible instant, je crus qu'elle était morte. Hélas, son nom me quitta plus bas que je ne l'avais prévu. Quelque chose d'inhabituel se serra dans ma poitrine alors que je m'accroupissais à côté d'elle. Pas de réponse, pas de mouvement. Trop immobile. Mon loup surgit à nouveau, agité, nerveux. Compagne, je l'ignorais, prudemment. Plus prudemment que je n'avais jamais manipulé quoi que ce soit dans ma vie, je la soulevais. Son corps était trop léger, trop froid. Quelque chose en moi recula à cette pensée. Non, elle n'était pas en train de mourir. Je ne le permettrais pas. Je ne me retransformais pas complètement. Je ne perdis pas de temps. Je la portais à travers les couloirs tels que j'étais, les gardes s'écartant de mon chemin. Leur choc à peine enregistré alors que je passais. Les appartements du guérisseur, Mila. Les portes s'ouvrirent sous ma main. Mila. Elle se leva immédiatement, se déplaçant déjà avant que je n'aie fini de traverser la pièce. Je déposai Ailes avec bien plus de contrôle que je n'en ressentais, ne reculant que lorsque je fus certain qu'elle était soutenue. « Aidez-la », dis-je. Les mots sortirent plus brusquement que prévu. Pas une requête ou un ordre. C'était une supplication. Mila ne posa pas de questions. Elle commença à l'examiner immédiatement. Main stable, mouvement précis, son expression se crispant à mesure qu'elle regardait. Les secondes s'étirèrent. Trop longtemps. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Mila expira lentement. Elle a été exposée à un somnifère, dit-elle. Un puissant. Ma mâchoire se serra. Elle ne se réveillait pas. Il force le corps à l'inconscience, continua Mila prudemment. Pour les immortels, c'est généralement inoffensif. Pour les humains, elle hésita. Je n'aimais pas ça. Combien, insistai-je. Je ne sais pas, admit-elle. C'est ça le problème. Le silence tomba, lourd, impitoyable. Si la dose était faible, continua-t-elle, elle se réveillera d'elle-même. Et si ce n'était pas le cas? Mila croisa mon regard. Pour une fois, elle n'adoucit pas la vérité. Si elle ne se réveillait pas dans les 3 jours, dit-elle doucement, son corps pourrait ne pas s'en remettre. Le mot s'installa dans la pièce comme quelque chose de final. Morte, la pensée frappa plus fort que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. Non, mes mains se crispèrent légèrement à mes côtés. Pas elle, pas comme ça. Pas après tous ceux que j'ai perdus. Je coupais court à cette pensée. Je ne réalisais pas depuis combien de temps j'étais là jusqu'à ce que l'épuisement finisse par m'assaillir. L'adrénaline était partie. La rage s'était consumée, et ce qui restait était quelque chose de bien plus dangereux. Je ne me souviens pas de m'être assis. Je ne me souviens pas d'avoir fermé les yeux. Seulement que la dernière chose que j'ai vue, c'était elle, immobile, silencieuse et inerte. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ressentis quelque chose de dangereusement proche de la peur. Chapitre 7. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la même chaise. Pendant un moment, je n'ai pas bougé. La raideur de mon corps s'est lentement installée dans ma conscience. Mon cou, mes épaules, la douleur sourde dans mon dos, due au sommeil en position assise. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Mon regard s'est immédiatement porté sur elle. Hélas, elle n'avait pas bougé. Elle gisait exactement là où je l'avais laissée. Son corps immobile, sa respiration faible et silencieuse contre le lourd silence de la chambre du guérisseur. Trop immobile, trop silencieuse. Mon loup s'agita, puis il gémit. Le son n'était pas physique.
Il résonnait dans moi, pas et agité, rempli de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'agonie. Compagne. Le mot se fit plus pressant cette fois. Insistant, implacable. Nous venions de la trouver et maintenant elle pourrait mourir. Ma mâchoire se serra alors que je repoussais cette pensée. Non, je refusais d'accepter cela. Elle n'était pas morte, elle respirait. Son cœur battait encore. C'était suffisant. Ça ira, murmurai-je à voix basse, bien que les mots me parussent faibles même à moi. Je me forçai à m'asseoir un peu, passant une main sur mon visage alors que mes pensées commençaient à s'aiguiser à nouveau. L'attaque, la porte. Elle s'était arrêtée. Elle devait s'être arrêtée. Il n'y avait aucune raison pour eux de continuer une fois qu'ils croyaient avoir réussi. Mon regard revint sur elle. Ils sont venus pour elle, et ils l'ont presque prise. Quelque chose de sombre s'installa dans ma poitrine à cette pensée. Mon esprit revint au loup, celui que j'avais tué. Je le voyais clairement. Le moment où mes dents ont déchiré sa gorge. La façon dont son corps était devenu flasque sous moi sans résistance. Je le connaissais. Il avait monté la garde dans ses couloirs pendant des années. Loyal, silencieux, fiable. Et je l'avais tué sans hésitation. Une lueur de culpabilité monta. Vive, indésirable, je l'écrasai immédiatement. Parce que si je ne l'avais pas fait, il l'aurait prise. Ma main se resserra légèrement sur l'accoudoir de la chaise. Je le referai, sans hésitation. Pourtant, quelque chose en moi ne s'y résolvait pas facilement. Je repoussais cette pensée. J'avais des préoccupations plus importantes. Je devrais prendre des nouvelles de mes hommes. La prise de conscience pesait lourdement dans mon esprit. J'avais abandonné la porte. Je les avais laissés gérer une attaque sans moi. Ce n'était pas quelque chose que je faisais. Mais je ne bougeais pas, je ne pouvais pas. La quitter, même pour un instant. Quelque chose en moi s'y opposait complètement. Un coup à la porte interrompit mes pensées. « Entrez !» dis-je. La porte s'ouvrit et l'un de mes gardes entra inclinant la tête. « Votre Majesté, » dit-il. L'attaque a été maîtrisée. Je hochai la tête une fois, mon regard ne quittant jamais Hélès. Nous avons trouvé un loup mort dans vos appartements. Continua-t-il prudemment. Nous pensons que c'était lui qui était possédé. Je sais, dis-je. Les mots sortirent plats. Il y eut une brève pause. Allez chercher Rowena, ajoutai-je. Dites-lui de venir ici. Le garde s'inclina à nouveau. Oui, mon roi. Puis il partit. Le silence revint. Mon regard se reporta sur le visage d'Ailès. Toujours aucun mouvement. Rowena était mi-sorcière, mi-loup. Loup est bien plus dangereuse que la plupart des membres du Conseil aiment à l'admettre. Si quelqu'un pouvait expliquer ce qui s'était passé, comment quelque chose comme ça était même possible, ce serait elle. Elle avait été la première à découvrir les créatures, la première à comprendre de quoi elles étaient incapables. Elle était aussi la seule à être d'accord pour aider les humains, ce qui en disait assez sur les autres. La porte s'ouvrit à nouveau. Rowena entra sans hésitation. Elle ne s'inclina pas. Elle ne le faisait jamais. « J'ai entendu parler de l'attaque, » dit-elle simplement. J'inclinai légèrement la tête. « Alors tu sais qu'ils ont trouvé un moyen de posséder les loups. » Elle n'eut pas l'air surprise. Si quoi que ce soit, elle semblait résignée. « Oui, » dit-elle doucement. Mes yeux se plissèrent légèrement. « Tu savais que c'était possible. » Elle soupira, s'avançant plus loin dans la pièce. Son regard se posa brièvement sur Hélès avant de revenir sur moi. « Possible, » répéta-t-elle. « Oui, probable, » ajouta-t-elle. « Non, j'attendis. Ils ne peuvent pas maîtriser un loup, » continua-t-elle. « Pas par la force, pas comme ils le font avec les humains. »« Alors comment ?» insistai-je. Son expression s'assombrit légèrement. « Si le loup et l'homme acceptent de laisser la créature entrer, » dit-elle. « Alors elle peut prendre le contrôle. » Ma mâchoire se serra. Pourquoi ferait-il ça? Le regard de Rowena se déplaça lentement, délibérément vers Hélès. « Parce que ça sert leur but, » dit-elle. Ma poitrine se figea. « Leur but. » Ses yeux revinrent sur les miens. « Il semble, » dit-elle prudemment, « que le loup qui a été possédé voulait lui faire du mal. Et la créature aussi. Un objectif commun permet une possession complète du loup. » Les mots tombèrent plus lourdement qu'ils n'auraient dû. Je jetai un bref coup d'œil à Hélès avant de regarder à nouveau Rowena. « Je ne comprends pas, dis-je.
L'expression de Rowena ne s'adoucit pas. Tu sais que le conseil ne soutient pas ce que tu fais, dit-elle. Mais ils ne sont pas les seuls. Mon front se plissa légèrement. Il y a des loups dans ce palais, continua-t-elle, qui en ont assez de protéger les humains, assez de les faire venir, assez de risquer leur vie pour une espèce qu'ils croient devoir être laissée à son sort. Mon expression s'assombrit. Il a vu une opportunité, finit-elle. Une humaine qui a fait apparaître une marque sur le roi. Sa voix baissa légèrement et a décidé de supprimer le problème. Quelque chose en moi changea. La dernière trace de culpabilité disparut. Si quoi que ce soit, quelque chose de plus froid la remplaça. J'avais été trop prompt à le plaindre. Cela n'arriverait plus. Je hochai la tête une fois. Cela explique la possession. Mais quelque chose clochait encore. Mon regard tomba brièvement, puis revint sur elle. La marque, dis-je. L'expression de Rowena s'aiguisa légèrement. Pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné sur elle? Et pourquoi, ajoutai-je, est-elle apparue sur moi à la place? Un silence tranquille suivit. Rowena inclina légèrement la tête, m'étudiant. « Je suis sûr que tu sais déjà qu'elle est ta compagne, » dit-elle. Je ne pris pas la peine de lui demander comment elle le savait. Rowena semblait toujours savoir ce genre de choses. Je hochai la tête. « Le lien de compagnon ne permet pas de nuire entre les pairs liés, » dit-elle. « Pas de mal physique, pas intentionnel. Cela inclut la marque. » J'assimilais cela lentement. « Donc, elle l'a rejeté, dis-je. »« Oui. » Ma mâchoire se serra légèrement. Et moi, elle marqua une pause. « Ça, dit-elle doucement, c'est ce que je ne comprends pas. » Son regard se posa brièvement sur ma poitrine, où la marque persistait faiblement sous le tissu. La marque aurait dû échouer, continua-t-elle. Pas se transférer. Ses yeux rencontrèrent à nouveau les miens. Qu'elle t'ait choisi à la place n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. Le silence suivit, lourd, dérangeant, quelque chose à méditer plus tard. Mon regard se reporta sur Hélès, toujours immobile. Rowena s'approcha, son expression s'adoucissant légèrement en la regardant. « Elle ira bien, dit-elle. » Je ne répondis pas. Je hochai juste la tête. Le deuxième jour passa lentement, trop lentement. Elle ne se réveilla pas. Pas une seule fois. Je restai dans la chambre du guérisseur plus longtemps que je n'aurais dû. Myla m'avait forcé à sortir plus de fois que je ne voulais le compter, sa patience s'amenuisant à chaque refus. « Repose-toi », avait-elle dit plus d'une fois. « Ou tu t'effondreras avant elle. » Je l'ignorais. Le repos était sans importance. Rien n'importait si elle ne se réveillait pas. Le troisième jour, même Mila avait perdu patience. « Tu pues, » dit-elle sans détour. Je la fusillai du regard, mais elle ne broncha pas. « Tu aggraves ma patience, » ajouta-t-elle. « Pars. » Je ne bougeai pas. « Votre Majesté, » dit-elle plus fermement. « Si elle se réveille, vous le saurez. Mais si vous continuez comme ça, vous ne serez pas debout quand elle le fera. » Le silence s'étira, puis elle me poussa, physiquement hors de la pièce. Je ne résistais pas. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je savais qu'elle avait raison. Ce soir, c'est ce qu'elle avait dit. Ce soir, nous saurions. Je me tenais juste devant les portes de la chambre, fixant le vide, attendant. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais aucun contrôle sur ce qui allait suivre. Chapitre 8. Quand je me suis réveillé, je m'attendais à la douleur ou à des chaînes ou à l'obscurité. C'était toujours comme ça. On se réveille et quelque chose ne va pas. Quelque chose est pris. Quelque chose fait mal. Mais à la place, j'étais dans un lit. Des draps propres, doux, trop doux. Le genre de douceur auquel je n'étais pas habitué. Le genre qui fait hésiter votre corps parce qu'il ne lui fait pas confiance. Pendant un moment, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai même pas respiré trop profondément parce que quelque chose d'autre n'allait pas. La pièce, elle n'était pas silencieuse. Il y avait du mouvement. J'ai tourné légèrement la tête et je l'ai vu. Miron. Il faisait les 100 pas. D'un bout à l'autre de la pièce. Ses pas vifs, agités, sa mâchoire serrée, ses épaules tendues comme si quelque chose en lui refusait de se calmer. Son contrôle habituel, le calme froid et calculé qu'il portait si facilement, avait disparu. Remplacé par autre chose. Quelque chose de troublé, d'agité, d'inquiet. Je m'immobilisais. Pourquoi avait-il l'air comme ça? À cause de moi? La pensée ne me semblait pas juste.
Je l'ai observé quelques secondes de plus, essayant de comprendre, essayant de rester silencieuse, inaperçue. Mais c'était comme s'il l'avait senti, comme si quelque chose en lui s'était mis en alerte. Il s'arrêta, se tourna et me regarda droit dans les yeux. Le changement dans son expression, ça m'a prise au dépourvu. Le soulagement, pas subtil, pas caché, pas contrôlé. Il frappa son visage pleinement, comme s'il n'avait même pas essayé de le masquer. Et pendant un moment, je n'ai pas su quoi faire de ça. Il traversa la pièce en quelques secondes. « Tu es réveillé, dit-il. » Sa voix plus basse que d'habitude, plus rauque, comme s'il ne l'avait pas beaucoup utilisée. Il y avait quelque chose de presque haletant dedans. « Je le suis, » répondis-je lentement, le regardant toujours. « Qu'est-il arrivé ?» demandai-je. La dernière chose dont je me souviens, c'est que quelqu'un m'a soufflé de la poudre au visage, puis plus rien. Son expression s'assombrit légèrement. Il hocha la tête une fois. « Un somnifère, dit-il, un puissant. » Sa mâchoire se serra. « Je suis désolé, » ajouta-t-il. Plus doucement cette fois. C'était de ma faute. Le loup, il était en colère, à propos des humains, à propos du fait que je les ai amenés ici. Je fronçai légèrement les sourcils. « Non, dis-je. » Il s'immobilisa. « Il a dit quelque chose, continuai-je, en essayant de rassembler mes souvenirs, avant de l'utiliser. » L'attention de Miron s'aiguisa instantanément. Qu'a-t-il dit? J'hésitais seulement une seconde. Il a dit que son maître serait heureux de me voir. Quoi? La voix de Miron changea immédiatement. Plus vive maintenant. Quelque chose comme de l'alarme vacilla sur son visage avant de se lisser en quelque chose de plus contrôlé, de plus dangereux. Il ne lâcha pas ma main. Je n'avais même pas réalisé quand il l'avait prise. Sa prise n'était pas serrée, mais elle n'était pas lâche non plus, comme s'il n'avait pas l'intention de la relâcher de sitôt. Il se tourna légèrement. « Garde », appela-t-il. La porte s'ouvrit presque instantanément. « Amenez Rowena », dit-il, « maintenant ». Le garde ne posa pas de questions. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Une femme entra. Elle était saisissante. De longs cheveux blancs, pâles et lisses. Sa présence silencieuse mais vive, comme quelque chose qui n'avait pas besoin de réclamer l'attention pour la commander. Son regard se posa sur moi. Et elle sourit. « Je t'avais dit qu'elle se réveillerait », dit-elle légèrement. Miron ne répondit pas à cela. Il répéta simplement ce que j'avais dit, mot pour mot. Son expression changea, subtilement, mais je l'ai remarqué. De l'inquiétude, puis quelque chose de plus proche de l'alarme. « Leur maître », répéta-t-elle doucement. Ses yeux se posèrent à nouveau sur moi, m'étudiant maintenant d'une manière qui semblait délibérée. « Pourquoi la voudrait-il » murmura-t-elle. Elle n'attendit pas de réponse. « Je vais découvrir », dit-elle, se tournant déjà. « Je ferai mon rapport dès que possible. » Puis elle disparut. Comme ça, laissant la pièce plus lourde qu'avant. Je restais assise là, essayant de reconstituer le puzzle, essayant de comprendre quoi que ce soit. Mais rien n'avait de sens. Ni l'attaque, ni le loup, ni la façon dont il réagissait, et certainement pas lui, parce qu'il était toujours là, toujours trop proche, me regardant toujours comme si je pouvais disparaître à nouveau, tenant toujours ma main. Je fronçais légèrement les sourcils. Pourquoi s'en soucie-t-il? La pensée se fit plus pressante maintenant. Parce que ça, ce n'était pas normal, et ce n'était certainement pas quelque chose en quoi j'avais confiance. Je retirai légèrement ma main. Il ne résista pas. Mais je l'ai remarqué. L'hésitation avant qu'il ne lâche prise. Quelque chose dans ma poitrine se serra. Je l'ignorais. « Combien de temps suis-je restée inconsciente ?» demandai-je. Son expression changea à nouveau. « 3 jours, dit-il. » Je clignai des yeux. « Quoi? Il y avait une chance que tu ne te réveilles pas des bas, » continua-t-il. Sa voix plus calme maintenant, mais non moins stable. « Les somnifères, ils ne sont pas faits pour les humains. Pas en grande dose. 3 jours. » Mon estomac se retourna légèrement. Ce n'était pas juste inconscient. C'était proche. Trop proche. Je le regardais à nouveau, le regardais vraiment cette fois. L'épuisement dans sa posture, la tension dans ses épaules, le fait qu'il n'était pas parti. « Tu es resté ici ?» demandai-je. Il ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Quelque chose à ce sujet, ça ne me semblait pas juste. Non pas parce que ça semblait mal, mais parce que ça n'avait pas de sens. « Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» demandai-je sans détour.
Tu ne me connais même pas. Il expira lentement, puis me regarda. Si, dit-il, je te connais. Je fronçai les sourcils. Quoi? Son regard ne fléchit pas. J'ai rêvé de toi, dit-il. Les mots étaient calmes, mais certains. Ma confusion s'approfondit. De quoi tu parles? Il ne détourna pas le regard. Pendant des années, continua-t-il, j'ai eu des rêves de la vie de quelqu'un d'autre. Je le fixais. Cette personne, c'est toi. Je clignais des yeux, puis je laissais échapper un souffle court, un demi-rire. Il plaisantait clairement, il le devait, mais il ne sourit pas, ne réagit pas, ne sia même pas. Mon rire s'estompa. Tu ne me connais pas, dis-je à nouveau, plus fermement cette fois. Tu ne sais rien de ma vie. Quelque chose changea dans son expression, pas de doute ou d'hésitation. C'était de la certitude. Puis il parla, et tout en moi s'immobilisa. Parce qu'il savait. Pas des morceaux, pas des suppositions, tout. La façon dont mes parents m'avaient regardé le jour où ils m'ont vendu, les mots qu'ils ont dit, les endroits où j'avais été emmené après, le vendeur, les coups, le silence, les choses que je n'avais jamais dites à personne, les choses que j'avais enfouies si profondément que je me permettais à peine. Il a tout dit, calmement, clairement, comme s'il avait été là, observant, le vivant. Ma poitrine se serra. Ma respiration se bloqua quelque part entre mes poumons et ma gorge. Comment? Commençai-je, ma voix à peine audible. Comment sais-tu ça? Sa réponse vint sans hésitation. Parce que tu es ma compagne. Le silence remplit la pièce. Il se pressait de tous côtés, lourd et suffocant, comme si l'air lui-même attendait que je l'accepte. Je ne le voulais pas. Je ne voulais pas le croire. Parce que si c'était vrai, si quoi que ce soit de tout cela était vrai, alors cela signifiait quelque chose de bien pire que tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent. Cela signifiait, ma gorge se serra, cela signifiait qu'il avait su, cela signifiait que mon propre compagnon avait tout vu, les coups, la faim, la façon dont j'étais passé d'une main à l'autre comme si je ne valais rien. Et il n'était pas venu, il ne m'avait pas sauvé. Quelque chose de vif se tourdit dans ma poitrine. Je détournai le regard. Comme s'il sentait mes pensées, il parla à nouveau. J'ai essayé de te trouver. Ma tête se tourna brusquement vers lui. Sa voix avait changé, plus basse, plus rauque, comme si les mots lui étaient arrachés plutôt que parlés. Je ne savais pas à quoi tu ressemblais, continua-t-il. Les rêves, ils me montraient ta vie à travers tes yeux, pas ton visage. Je m'immobilisais. Et chaque fois que je suis allé te chercher, dit-il, sa mâchoire se serrant, tu étais déjà parti. Une pause, où il t'avait revendu. Ma respiration se coupa légèrement. Les rêves étaient décalés. Poursuivit-il. Il me montrait des choses qui s'étaient déjà passées des années avant que je ne les voie. Son regard tomba brièvement, puis revint sur le mien. Je ne les ai que depuis 4 ans. 4 ans? Ma poitrine se serra. Pendant ce temps, continua-t-il doucement, j'ai cherché dans tous les endroits que j'ai vus, chaque marché, chaque maison, chaque village. Sa voix se durcit. Et quand je ne pouvais pas te trouver, il s'arrêta une seconde, puis continua. J'ai fait parler les gens. Il n'y avait aucune hésitation dans son ton maintenant, aucun regret. Dans ma rage, dit-il, je les ai torturés. Les mots auraient dû me troubler. Ils auraient dû. Mais tout ce que j'entendais, c'était « il a cherché, il a essayé, et il a échoué. » Non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce que j'étais toujours juste hors de portée. Tous ceux avec qui tu as vécu, ajouta-t-il plus doucement. Ils étaient déjà partis quand je suis arrivé. Mon front se plissa légèrement. Partis? Ils étaient possédés, dit-il, et au moment où je les ai atteints, ils étaient déjà vidés. La pièce sembla plus froide. Quelque chose changea dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas prévu. Parce que si c'était vrai, alors là, une pensée me frappa. Dure, rapide. Mes parents, Ma voix vacilla légèrement. Sont-ils morts? La question sortit plus petite que je ne l'avais prévu. Pendant un moment, il me regarda simplement. Puis il secoua la tête. Non. Ma respiration me quitta d'un coup. Soulagement, vif, écrasant. Quand je les ai trouvés, continua-t-il, ils étaient proches d'être complètement vidés. Mon estomac se serra. Je les ai marqués, dit-il, pour l'expulser. Ils sont ici depuis. Vivants?
Ils étaient vivants. Ma poitrine se souleva et s'abaissa de manière inégale alors que j'essayais de traiter cela, le poids de tout cela me pressant de tous côtés. Il me regarda attentivement. « Je peux te les amener », offrit-il doucement. Les mots restèrent en suspens entre nous. Pendant un moment, j'ai failli dire oui, presque. Mais alors ce souvenir a refait surface. Leur visage, la façon dont ils me regardaient, la haine, la froideur. Même si ce n'était pas eux, même si c'était autre chose à l'intérieur d'eux, je n'étais pas prête. Non, dis-je. Le mot sortit plus fermement que je ne l'attendais. Pas en colère ou sur la défensive, juste certain. Pas encore. Il ne discuta pas. Il hocha simplement la tête une fois, comme s'il comprenait. Puis il se redressa légèrement. « Puisque tu es réveillé, dit-il, son ton revenant à quelque chose de plus contrôlé, je veux que tu retournes dans ces appartements. Absolument pas. Je veux une autre chambre. Le mot sortit instantanément, mais Myron n'hésita même pas. Non. Je clignai des yeux. Non, répétai-je. Son regard se durcit légèrement. Je viens de te trouver, dit-il. Il y avait quelque chose dans sa voix maintenant, quelque chose de vif, d'inflexible. La dernière fois que je t'ai laissé, continua-t-il, tu as failli mourir. Sa mâchoire se serra. Je ne referai pas cette erreur. Ma poitrine se serra légèrement à l'intensité de ses propos. Alors, déteste-moi si tu veux, ajouta-t-il plus doucement maintenant, mais non moins fermement. Tu ne quitteras pas mon côté. Quelque chose s'enflamma en moi à cela. Chaud, immédiat. Ce n'est pas parce que nous sommes compagnons que tu peux me dire quoi faire. Son expression ne changea pas. Non, dit-il, parce que je t'aime, ajouta-t-il. C'est pour ça que je peux. Les mots frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. La colère monta instantanément, assez vive pour me faire serrer des poings. « Tu m'aimes » répétai-je. Je laissai échapper un souffle court et incrédule. « Tu m'aimes » Ma voix monta légèrement malgré moi. « Tu ne me connais même pas. Ce n'est pas parce que tu as vu quelques souvenirs que tu sais qui je suis vraiment. » Ça veut tout dire. Me coupa-t-il, pas fort mais fermement. Je m'immobilisai. Son regard ne fléchit pas. Je t'ai vu essayer de t'échapper encore et encore. Je t'ai vu échouer. Je t'ai vu te relever quand même. Je t'ai vu comment ils ont essayé de te briser. Continua-t-il. Wow. Sa voix plus calme maintenant. Et comment ils n'ont pas pu. Je t'ai vu aider les autres, même quand tu n'avais rien. Je t'ai vu protéger des enfants quand tu pouvais à peine te protéger toi-même. Ma gorge me brûlait. Je t'ai vu rire, ajouta-t-il doucement. Même quand il n'y avait rien à rire, j'ai vu ton cœur. Je te vois, LS. Sa voix baissa. Et j'aime ce que je vois. Les mots ne frappèrent pas tous en même temps. Ah, oui, mon. Ils s'enfoncèrent, lentement, brisant quelque chose à l'intérieur de moi, pièce par pièce, parce que personne n'avait jamais dit ça. Pas comme ça. Pas après avoir tout vu. J'avais toujours cru que si quelqu'un me connaissait vraiment, s'il voyait tout ce que j'avais traversé, il se détournerait. Il me détesterait, me traiterait comme si je n'étais rien, comme tous les autres l'avaient fait. Mais lui, non. Il a tout vu et pourtant, ma vision se brouilla. Je n'ai même pas réalisé quand les larmes ont commencé. Elles sont juste venues, rapides, incontrôlées, des années de larmes. Tout ce que j'avais retenu, tout ce que j'avais enfoui juste pour survivre, tout a éclaté d'un coup. Un sanglot s'arracha de moi avant que je puisse l'arrêter. Puis un autre et un autre. Je me suis légèrement recroquevillé sur moi-même, ma poitrine se soulevant alors que les larmes continuaient de couler, imparables maintenant. J'ai pleuré. Pas doucement, pas prudemment. J'ai pleuré comme si quelque chose à l'intérieur de moi avait finalement cédé. Et lui, il ne s'est pas éloigné. Il n'a pas eu l'air mal à l'aise, ne m'a pas dit d'arrêter. Il s'est juste avancé et m'a attiré contre lui, prudemment, fermement, comme s'il n'allait pas me lâcher. Sa main se posa sur mon dos, lente et stable, me rassurant. « Je suis là pour toi », murmura-t-il doucement. Encore et encore, jusqu'à ce que le son de mes pleurs soit la seule chose qui reste dans la pièce. Chapitre 9. Les 2 mois suivants furent les jours les plus heureux de ma vie. C'était encore étrange de penser ça. Le bonheur n'avait jamais été quelque chose qui restait pour moi. C'était toujours temporaire, fragile, quelque chose qui s'échappait au moment où je me permettais d'y croire. Mais ça restait. J'ai appris à connaître Myron,
Pas seulement le roi, pas l'alpha impitoyable que tout le monde craignait, mais l'homme en dessous, celui qui observait plus qu'il ne parlait, celui qui remarquait tout, celui qui, d'une manière ou d'une autre, me traitait comme si j'avais de l'importance. Et lentement, j'ai commencé à lui faire confiance. Il savait déjà tout de moi. Chaque souvenir que j'aurais préféré enterrer, chaque moment que j'avais survécu. C'était presque injuste qu'il puisse me voir si clairement alors que je savais si peu de choses sur lui. Alors un soir, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre pour le dîner, j'ai demandé « Parle-moi de ta famille », dis-je doucement. « Comment était ta vie ?» Il s'immobilisa juste un instant, puis il sourit, mais ce n'était pas un sourire heureux. Mon père, commença-t-il, était un homme vicieux. Sa voix était calme, contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de vif, quelque chose de vieux. Il prenait les humains de leur maison, les marquait pour le sport, pas pour la protection, les traitait comme s'ils n'étaient rien. Ma poitrine se serra légèrement. C'est lui que tout le monde croit que je suis. Le silence s'installa entre nous. Il tuait quiconque le défiait, continua Miron. Ma mère, ma sœur. Ma respiration se coupa. Il ne croyait pas à la faiblesse, ne croyait pas que les femmes devaient parler sans permission. Il leur interdisait même de me parler. Sa mâchoire se serra. Elles ont essayé de l'arrêter. Une pause. C'est pour ça qu'elles sont mortes. Quelque chose dans ma poitrine me fit mal. J'avais 12 ans, ajouta-t-il. J'ai essayé de l'arrêter aussi. Son regard tomba brièvement. Mais il ne m'a pas tué. J'étais son héritier, son héritage. Une pointe d'amertume se glissa dans sa voix. Cependant, il s'est assuré que je souffre pour ça. J'avalais ma salive. Et quand j'ai été plus âgé, continua-t-il, plus lentement maintenant, la seule personne qui me restait était ma nourrice. Sa voix s'adoucit. Il l'a tuée aussi. La douceur disparut aussi vite, parce qu'il croyait qu'elle me rendait faible. Ma rage était la seule chose qui me restait, dit-il. Son regard se leva vers le mien. Je suis entré dans la salle du trône et je l'ai tué. Personne ne m'a arrêté. Ils le détestaient tous. Je le fixais, la manière calme dont il le disait, la douleur en dessous. Je n'ai pas de souvenirs heureux à te donner, dit-il après un moment. Tout ce que je peux dire, c'est que mon enfance n'a pas été heureuse. Ma poitrine se serra. J'ai perdu tout sens du bonheur il y a longtemps, jusqu'à toi. Quelque chose dans ma gorge me brûla. Peu après avoir pris le trône, continua-t-il, j'ai commencé à rêver de ta vie. Son regard s'adoucit. Et tu as donné un but à ma vie. C'en était trop. Je bougeais avant de pouvoir réfléchir. Je me levais et traversais l'espace entre nous, en roulant mes bras autour de lui fermement. Il s'immobilisa une demi-seconde, comme s'il n'y était pas habitué. En bataille avant que ses bras ne m'entourent. Nous étions les mains, des vies différentes, des douleurs différentes, mais le même vide. Je suis là maintenant, murmurai-je contre lui. Nous allons créer notre propre famille. Les mots s'échappèrent avant que je puisse les arrêter. Je serai ta famille. Il se recula légèrement, me regardant comme si j'avais dit quelque chose d'inattendu. Puis il m'embrassa. Je reculai brusquement, surprise, mon cœur bondissant. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, le souffle coupé. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Eh bien, dit-il, tu as dit que nous créerions notre propre famille. » Une pause. J'ai pensé que nous devrions commencer. Je le fixai, puis je ris, lui frappant légèrement l'épaule. « Tu es incroyable. » Mais alors que je riais, une pensée s'installa dans ma poitrine. Avant tout, avant la douleur, mes parents m'avaient aimé, vraiment, profondément, et je voulais que Miron ressente ce genre d'amour. « Je suis prête, » dis-je soudainement. Il me regarda. « Pour mes parents, ajoutai-je, je veux les voir. » Quelque chose vacilla dans son expression. De la surprise. Mais il ne posa pas de questions. Il hocha simplement la tête. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ses bras. La chaleur de son corps m'enveloppait, stable, rassurante. Pendant un moment, je suis resté là, me laissant la ressentir. Puis on frappa. Miron grogna doucement et se leva, se dirigeant vers la porte. Je le regardais, encore à moitié endormi, alors qu'il parlait doucement avec l'un des gardes. Et puis tout s'est passé en même temps. La porte s'ouvrit plus largement, des servantes se précipitèrent. Avant même que je puisse réagir, elles me tiraient déjà du lit, leurs mains rapides et efficaces,
enlevant mes vêtements. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Criai-je, essayant de trouver Miron, mais il n'était plus là. La panique vacilla dans ma poitrine. Miron! Pas de réponse. Les servantes ne s'arrêtèrent pas. Elles me mirent dans un bain, me frottant et me lavant avec une aisance pratiquée, ne me laissant pas le temps de réfléchir, de questionner, de respirer. Puis une robe douce, fluide, magnifique. Des motifs floraux tissés dans le tissu comme sortis d'un rêve. Elles me brossèrent des cheveux, les laissant tomber en vagues lâches sur mes épaules. Et avant que je puisse demander quoi que ce soit, elles me conduisaient déjà dehors, dans des couloirs, vers la salle du trône. Mes pas ralentirent en entrant. La confusion m'envahit. Puis deux silhouettes s'avancèrent. Ma respiration se coupa. Je ne pouvais plus bouger. Ma mère, mon père. Pendant un moment, je suis resté là, à les regarder, parce qu'ils semblaient les mêmes, mais pas les mêmes. Plus doux, plus légers, comme si un poids de lourd leur avait été enlevé. Ma mère craqua la première. Un sanglot s'échappa d'elle alors qu'elle se précipitait en avant, des larmes coulant sur son visage. Mon père tomba à genoux. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix tremblante. « Je suis tellement désolé, je ne bougeais pas immédiatement. » Ma poitrine se serra parce que je me souvenais de la façon dont ils me regardaient, la haine, la froideur. Je savais que ce n'était pas eux. Je le savais, mais mon corps s'en souvenait quand même. Mes mains tremblaient légèrement à mes côtés. Puis j'avançais, lentement, prudemment. Et quand ma mère m'atteignit, je la laissais faire. Ses bras m'enveloppèrent fermement, tremblant, désespéré, comme si elle avait peur que je disparaisse. Et quelque chose en moi se brisa. Je la serrai dans mes bras en retour, fermement. « Ce n'était pas de votre faute, » chuchotai-je rapidement. « Ce n'était pas vous. » Mon père se leva, tremblant toujours, ses mains flottant comme s'il ne savait pas s'il avait le droit de me toucher. Puis il le fit, et je le laissai faire. Ils pleurèrent, s'excusèrent encore et encore, me disant qu'ils m'aimaient, qu'ils n'avaient jamais voulu me vendre, qu'ils s'étaient battus. Ce jour-là, ils avaient combattu la chose en eux, mais elle était trop forte. Je hochai la tête, mes propres yeux me brûlant. « Je sais, » dis-je doucement. « Je sais. » Et je le pensais, parce que maintenant je pouvais le voir, la différence, la vérité. Nous sommes restés comme ça longtemps, parlant, pleurant, nous tenant les uns les autres, comme si nous essayions de rattraper tout ce qui avait été perdu. Chapitre 10. Nous avons parlé longtemps, plus longtemps que je ne l'attendais, plus longtemps que je ne pensais pouvoir le supporter. Nous avons parlé de tout, de leur vie ici, de la façon dont ils avaient été guéris, de la façon dont ils étaient lentement redevenus eux-mêmes. Où ils m'ont posé des questions sur moi, sur où j'avais été, ce que j'avais enduré. Je leur ai raconté la plupart des choses, mais pas tout. J'ai omis les parties avant de Miron, les pires parties, les parties que je ne voulais pas qu'ils portent avec eux. À la place, je leur ai parlé de lui, de la façon dont il me traitait, de la façon dont il me protégeait, de la façon dont, d'une manière ou d'une autre, dans une vie qui ne m'avait rien donné, il m'avait donné quelque chose que je ne savais même pas que j'avais le droit d'avoir. La paix. J'étais sur le point de leur parler du jour où je l'ai vu pour la première fois, le marquage, le moment où tout a changé, quand les portes de la salle du trône se sont ouvertes, Miron est entré. Ma poitrine se souleva instantanément. Soulagement, chaleur, quelque chose de plus profond. Je voulais aller vers lui, le remercier, l'embrasser pour avoir amené mes parents ici pour tout. Je fis un pas en avant, mais la main de mon père attrapa doucement mon bras. Je fronçai légèrement les sourcils, le regardant. Puis je l'ai vu. La pièce avait changé. Des servantes se déplaçaient silencieusement le long des bords, plaçant des fleurs douces, délicates, leur parfum remplissant lentement l'espace. Des cristaux en forme de lune étaient placés avec soin autour de la salle du trône, brillant faiblement, projetant une douce lumière argentée qui rendait tout irréel. Ma respiration ralentit. La musique commença à jouer, douce, élégante, intentionnelle. Mon cœur se mit à battre la chamade. Miron ne s'arrêta pas de marcher. Il s'avança lentement vers moi, son regard fixé sur le mien comme si rien d'autre dans la pièce n'existait. Puis, il s'agenouilla. Un halètement collectif remplit la pièce. Parce qu'un roi alpha ne s'agenouille jamais. Pour personne. Ma respiration se coupa. Ma mère sourit vivement à côté de moi, ses yeux brillants de fierté.
Mon père hocha la tête une fois, stable et approbateur, comme s'il avait déjà su que cela allait arriver. Miron leva les yeux vers moi et pour la première fois, il n'y avait aucune distance entre nous, aucun pouvoir, aucun trône, juste lui. Dans ses mains se trouvait un collier, délicat, magnifique. Il captait la lumière d'une manière qui le faisait presque briller, comme s'il avait été fait pour ce moment seul. Ma Lucie, dit-il, sa voix stable, mais plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Mon but, ma passion, celle que j'ai cherchée sans même connaître ton nom. Mon cœur battait plus fort. Je m'agenouille devant toi aujourd'hui, continua-t-il. Non pas comme un roi, mais comme un homme qui a trouvé quelque chose de plus précieux que le pouvoir. Une pause. Quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Son regard ne quitta pas le mien. Je te demande, dit-il, sa voix s'approfondissant légèrement, non seulement d'accepter notre lien, il leva légèrement le collier, mais de te tenir à mes côtés, de régner avec moi, d'être ma Luna, silence. Tout s'immobilisa en attente. Je ne pouvais pas parler. Ma poitrine était trop serrée, mes pensées trop bruyantes, mes émotions trop écrasantes pour former quoi que ce soit de cohérent. Alors je hochai la tête, une fois, puis de nouveau. Son expression se brisa instantanément. Le soulagement l'inonda, brut, non dissimulé, réel. Il se leva et la pièce éclata. Des acclamations, des voix, du mouvement. Je n'avais même pas réalisé combien de personnes étaient là jusqu'à ce moment. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Parce qu'il me regardait comme si j'étais la seule chose dans la pièce. Il m'attira contre lui et m'embrassa. Cette fois, je ne me suis pas reculé. Le baiser était lent, délibéré, pas pressé, pas forcé. Sa main vint à ma taille, me stabilisant, me tenant fermement, alors que mon souffle se coupait contre le sien. L'autre se leva vers mon visage, son pouce effleurant légèrement ma joue, comme pour s'assurer que j'étais réel. Je m'y suis appuyé, juste légèrement, mais assez. Assez pour qu'il le sente. Assez pour que j'arrête de me retenir. Quand il se retira, son front reposa brièvement contre le mien. « Je sais que c'est une tradition humaine, murmura-t-il doucement, de demander d'abord au père. Un léger sourire effleura ses lèvres. Alors quand tu m'as dit que tu étais prête à les voir, sa voix baissa légèrement. Je suis allé le voir, mes yeux s'écarquillèrent. Je voulais faire de toi ma Luna depuis longtemps, continua-t-il, mais je voulais le faire correctement. Puis son ton changea, plus bas, plus chaud, dangereux, d'une manière qui fit s'accélérer mon pouls. Et dans notre monde, murmura-t-il, son souffle effleurant mon oreille. Une fois que le lien est accepté, sa main se resserra légèrement à ma taille. Nous commençons l'accouplement. La chaleur monta instantanément à mon visage. Alors, ajouta-t-il doucement, ma charmante Luna, que dirais-tu de commencer cette famille que tu m'as promise? Ma respiration se coupa. J'ouvris la bouche pour répondre, mais il n'attendit pas. Il me souleva dans ses bras sans effort, comme si je ne pesais rien. Sa prise ferme et certaine. Miron, commençai-je, à moitié riant, à moitié essoufflé, mais il se déplaçait déjà, m'emportant, alors que le son de la célébration résonnait derrière nous. Épilogue. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour dans la salle du trône. 2 ans depuis que tout avait changé. Rowena n'avait toujours pas de véritable réponse sur la raison pour laquelle la marque avait atterri sur Miron au lieu de moi. Elle avait étudié, questionné, même testé la magie de manière que je ne comprenais pas entièrement, mais rien ne lui donnait de certitude. Sa théorie la plus proche était simple. Quand la marque m'a rejeté, elle n'avait nulle part où aller, et donc elle l'a choisi. Ça n'avait pas d'un sens, mais rien d'autre à notre sujet non plus. Alors nous avons cessé d'essayer de forcer des choses, nous l'avons ajouté à la liste croissante des choses que nous ne comprenions pas entièrement, juste à côté de la question qui nous avait autrefois hantés tous les deux. Pourquoi ce loup possédé avait dit que son maître serait heureux de me voir? Nous n'avons jamais trouvé cette réponse, et finalement nous avons cessé de la chercher. Parce que la vérité, c'est que ça n'avait plus d'importance. Pas après ce qui est arrivé ensuite. Il n'y avait pas eu une seule attaque depuis ce jour. Pas une seule. Plus d'humains possédés. Plus d'ombres portant des visages familiers. Plus de disparitions silencieuses ou de corps vidés laissés derrière. Rien. Pendant ce temps, chaque humain amené dans le royaume avait été marqué. Chacun. Le processus avait été lent au début, prudent, délibéré, mais au fil des mois,
il est devenu tout autre chose. L'espoir. La marque ne signifiait plus la propriété, elle signifiait de la protection. La liberté de quelque chose qui les chassait sans même qu'ils le sachent. Nous ne savions pas si les créatures étaient parties ou si elles étaient encore là, à observer, à attendre. Mais nous savions une chose, elles ne pourraient plus jamais prendre un autre humain. La marque est irréversible, et sans corps, elles n'étaient rien. Juste des choses creuses à la dérive, sans moyen d'entrée. Et pour la première fois depuis des années, les humains étaient en sécurité. Le royaume avait changé aussi. Pas du jour au lendemain, pas parfaitement, mais il avait changé. Les loups qui autrefois en voulaient aux humains d'être amenés sur nos terres, certains le faisaient sans corps, mais d'autres ont commencé à comprendre, à voir la vérité derrière tout ça. Et lentement, le fossé entre nous a commencé à s'estomper. Pas complètement, mais assez. Assez pour que les humains ne soient plus traités comme des fardeaux ou des outils ou des choses à tolérer. Ils étaient des gens. Protégés, on leur donnait du travail, de l'espace, quelque chose que je n'avais jamais eu avant de venir ici. Un choix. Mes parents sont restés. Ils ont construit une vie ici. Une vie tranquille, mais une vraie vie. Ma mère sourit maintenant. Pas de la version forcée et fragile dont je me souvenais d'avant. Une vraie. Mon père rit plus, parle plus. Parfois, je le vois encore. Cette lueur de culpabilité dans leurs yeux. Mais c'est plus doux maintenant, plus facile. Nous ne parlons pas souvent de ce jour. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons déjà dit tout ce qui comptait. Et Miron, je souris légèrement à moi-même. Il avait changé aussi. Pas de la manière dont les gens s'y attendaient. Il était toujours craint, toujours respecté, toujours le roi alpha que personne n'osait défier. Mais maintenant, il y avait autre chose. Les gens le voyaient. La façon dont il régnait, la façon dont il écoutait, la façon dont il ne répétait pas les erreurs de l'homme qui l'avait précédé. Ils voyaient la différence, même s'ils ne le disaient pas à voix haute. Et moi, je me tenais sur le balcon surplombant le royaume qui m'avait autrefois terrifié. Maintenant, c'était comme chez moi. Pas parfait, pas facile, mais à moi. J'ai senti sa présence avant de l'entendre. Je la sentais toujours. Ses bras m'enveloppèrent par derrière, stable et chaud, me tirant contre lui. Sa main reposait légèrement sur mon ventre. Protectrice, possessive, douce. Un rappel silencieux de l'avenir que nous avions commencé à construire ensemble. Notre famille, comme je l'avais promis, comme il le voulait. Tu essaies toujours de résoudre ça, demanda-t-il. La marque, ajouta-t-il. Je secouai la tête. Non, une pause. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Sa prise se resserra légèrement. Il déposa un baiser juste sous mon oreille. Bien, dit-il doucement, parce que je n'ai aucune intention de laisser quoi que ce soit te prendre à moi à nouveau. Je me tournai dans ses bras, le regardant. Tu n'auras pas à le faire, dis-je doucement. Et pour une fois, je le croyais complètement.